pas très belle, la France, en ce moment. Alors, ça serait une très belle décision que pourrait prendre Macron à 90 ans. Donc, c'est l'ultime combat qui la ferait un peu briller. Brigitte Bardot est morte. Pas de mise en scène. Pas d'image finale soigneusement choisie. Pas de phrase rassurante pour refermer le chapitre. Sa disparition a laissé derrière elle un silence étrange, presque gênant, comme si la France ne savait plus très bien comment parler de celle qu'elle a tant admirée, puis si souvent rejetée. Pendant des décennies, son visage a incarné une idée du pays, une liberté, une beauté insolente, une promesse de légèreté. Et pourtant, au moment de sa mort, ce n'est pas cette image qui s'impose, mais une question restée en suspens. Une question que beaucoup auraient préféré ne jamais entendre, car Brigitte Bardot n'est pas partie en laissant un message de gratitude. Elle n'a pas remercié. Elle n'a pas pardonné. Elle n'a pas tenté de réconcilier. Ce qu'elle a laissé derrière elle ressemble davantage à un constat brutal, forgé au fil des années, dans la solitude, loin des plateaux, loin des applaudissements, loin du regard indulgent du public. Ce n'est donc pas une vidéo d'hommage. Ce n'est pas une célébration. C'est un moment de confrontation. Le moment où une nation se retrouve face aux paroles d'une femme qu'elle a longtemps préféré admirer, en silence, plutôt qu'écouter vraiment. Avant de disparaître, Brigitte Bardot a adressé à la France un dernier message. Pas sous la forme d'une lettre officielle, pas comme un testament classique, mais à travers ces mots répétés, ces silences assumés, ces prises de position sans retour possible. Un message dur, inconfortable, irréversible. Et aujourd'hui, alors que la légende s'est tue, une seule chose demeure. La question qu'elle laisse derrière elle. La France est-elle prête à l'entendre ? Elle n'a pas disparu parce qu'on l'aurait poussée dehors. Elle est partie parce qu'elle a choisi de partir. Au sommet de sa gloire, quand le cinéma français et le monde entier continuaient de la réclamer, Brigitte Bardot a fermé la porte. Sans négociation, sans explication détaillée, sans plan de retour. Ce geste, incompris à l'époque, a longtemps été interprété comme un caprice, une fatigue passagère ou une fuite. Avec le recul, il apparaît autrement, comme une décision nette, définitive, presque politique. En quittant les plateaux, elle n'a pas seulement abandonné un métier, elle a rompu avec un système, avec une industrie qui célébrait son image tout en étouffant sa voix, avec un monde où l'on admirait son corps, mais où l'on redoutait ses mots. Cette rupture n'a jamais été réparée. Elle n'a jamais cherché à l'être. Saint-Tropez, autrefois symbole d'insouciance, est devenu le théâtre d'un retrait conscient. Là-bas, Bardot ne s'est pas cachée. Elle s'est tenue à distance. Une distance choisie, presque ascétique. Elle a réduit ses apparitions, limité ses paroles, mais jamais renoncé à sa position. Chaque silence était une prise de position. Chaque rare déclaration, un rappel brutal qu'elle n'avait rien à retirer. Ce retrait progressif n'était pas une fin en soi. Il préparait quelque chose, une manière de regarder la France sans filtre, sans compromis, sans obligation de plaire. Année après année, la légende s'est effacée pour laisser place à une voix nue, une voix qui n'attendait plus d'applaudissements. C'est dans cette solitude volontaire que s'est forgé le message final. Pas dans l'urgence de la mort, mais dans la lenteur d'un refus assumé. Dans les dernières années, elle parlait peu, très peu, mais chaque fois que sa voix traversait le silence, elle heurtait, non par provocation, mais parce qu'elle ne cherchait plus à adoucir ses mots. La distance entre elle et la société française n'était plus une question de malentendu. C'était une rupture claire, assumée, sans espoir de retour. La France, de son côté, écoutait sans vraiment entendre. Elle préférait le souvenir à la parole, l'icône à la femme. À ce stade, le message final n'était plus une hypothèse. Il était devenu inévitable. Brigitte Bardot n'a jamais affirmé qu'elle détestait la France. Dans ses derniers mots, elle a choisi une phrase bien plus lourde de sens. Elle a dit qu'elle ne la reconnaissait plus. Ce n'était ni une provocation, ni une formule destinée à choquer. C'était un constat posé, presque clinique, né d'années de distance et d'observation silencieuse. La France dont elle parlait n'était pas celle des cartes postales, ni celle des souvenirs figés. C'était un pays qu'elle avait vu changer, lentement mais profondément. Un pays devenu plus bruyant, mais paradoxalement moins attentif. Plus prompt à réagir, mais de moins en moins
capable de protéger ce qui ne pouvait pas se défendre seul. Pour Bardot, le problème n'était pas le changement en soi, c'était la direction prise par ce changement. Elle évoquait une perte de repères, une confusion entre tolérance et renoncement, entre modernité et oubli des responsabilités fondamentales. Dans sa voix, il n'y avait pas de nostalgie naïve, mais une lassitude froide, celle d'une femme qui avait longtemps cru que certaines valeurs étaient non négociables avant de constater qu'elles étaient devenues optionnelles. Ce qu'elle reprochait à la France n'était pas d'avoir évolué, mais d'avoir cessé de se regarder honnêtement, d'avoir préféré les discours rassurants aux actes cohérents, d'avoir appris à célébrer les symboles tout en vidant leur sens. Ce décalage, elle ne le formulait pas comme une accusation politique, mais comme une rupture morale, presque intime. Elle savait que ces mots seraient mal reçus, qu'ils seraient qualifiés d'excessifs, d'injustes, parfois même d'irresponsables. Mais elle ne cherchait plus à être comprise. Ce message n'avait pas vocation à rassembler, encore moins à apaiser. Il traçait une ligne nette, irréversible, entre ce qu'elle avait aimé et ce qu'elle refusait désormais d'endosser. En disant qu'elle ne reconnaissait plus la France, Brigitte Bardot ne lançait pas un débat. Elle ne demandait pas de réponse. Elle fermait une porte qu'elle avait maintenue entr'ouverte pendant des années, avant d'admettre qu'elle ne menait plus nulle part. Ce n'était pas un adieu solennel, c'était une séparation assumée. Dans ce message final, il y a une chose qui revient avec une constance presque obsédante, les animaux. Pas comme un thème annexe, pas comme une cause parmi d'autres, mais comme le seul héritage qu'elle accepte encore de revendiquer. Tout le reste, elle l'a laissé derrière elle sans regret. Pour elle, la question animale n'a jamais été sentimentale. Elle n'a jamais parlé de tendresse ou de naïveté. Elle parlait de responsabilité, d'une ligne morale claire, simple, impossible à contourner. La manière dont une société traite ceux qui ne peuvent ni se défendre ni protester révélait selon elle sa véritable nature. Pas ses discours, pas ses valeurs proclamées, ses actes. Dans ses derniers mots, elle ne s'adressait pas aux artistes ni aux élites culturelles. Elle parlait à la nation entière. Elle observait un pays capable de débats interminables, mais réticent à regarder en face la souffrance qu'il tolère lorsqu'elle ne concerne pas des voix humaines. Pour elle, ce silence-là était plus accablant que n'importe quelle insulte. Elle savait que son combat la rendait inconfortable, qu'il la plaçait en marge, qu'il la faisait passer pour excessive, parfois même pour indéfendable. Mais elle assumait cette solitude, parce qu'à ses yeux, renoncer à ce combat aurait été une trahison bien plus grave que toutes les critiques reçues au fil des années. Ce qu'elle laissait à la France n'était donc pas une leçon, encore moins une demande. C'était un test, une épreuve silencieuse. La capacité d'un pays à se regarder sans détour et à accepter que la grandeur morale ne se mesure pas à la force, mais à l'attention portée aux plus vulnérables. En plaçant les animaux au centre de son message final, elle ne cherchait pas à convaincre. Elle posait un miroir sans complaisance, dans lequel chacun était libre de regarder ou de détourner les yeux. Elle savait que beaucoup choisiraient la seconde option. Mais à la fin, c'était cela qu'elle laissait. Un critère, une frontière morale, et la certitude que certaines causes valent d'être défendues, même au prix de l'isolement. Brigitte Bardot n'a jamais nourri l'illusion d'être aimée jusqu'au bout. Dans ses derniers mots, elle reconnaissait une chose avec une lucidité presque désarmante. En parlant ainsi, elle savait qu'elle serait rejetée par une partie du pays. Elle savait que ses positions seraient jugées excessives, inacceptables, parfois même indéfendables. Et elle l'acceptait. Cette acceptation n'avait rien de résigné. Elle relevait d'un choix. Bardot avait compris depuis longtemps que l'amour du public est conditionnel, qu'il s'attache à l'image, jamais à la voix quand elle dérange. Être aimée tant qu'elle restait silencieuse, admirée tant qu'elle ne sortait pas du cadre. Mais au moment où elle refusait de se taire, le prix devenait clair. Elle ne demandait pas à être comprise. Elle ne cherchait plus à expliquer ni à convaincre. Ce temps-là était derrière elle. À la fin, il ne restait qu'une fidélité possible, la fidélité à soi-même, à ce qu'elle considérait comme juste, même si cela signifiait l'isolement, même si cela signifiait la rupture définitive avec une partie de l'opinion. Dans ce choix, il n'y avait pas de provocation calculée. Il y avait une cohérence, une ligne tenue jusqu'au bout. Bardot savait que renoncer à ses paroles pour préserver une image aurait été une forme de capitulation. Et elle n'a jamais été faite pour capituler.
Ce qu'elle laissait derrière, elle n'était donc pas un message apaisant. C'était une position assumée. La certitude que certaines vérités ne sont pas faites pour être aimées, mais pour être dites. Même tard, même seule, même au moment de partir, en acceptant d'être haïe par certains, elle affirmait une dernière fois son refus du compromis. Elle rappelait, sans emphase, qu'il existe une différence fondamentale entre être célébré et être fidèle à soi-même. Et que, parfois, ces deux choses ne peuvent pas coexister. Ainsi se refermait son message final, sans regret, sans retour en arrière, avec la froide tranquillité de quelqu'un qui n'a rien retiré de ce qu'elle a dit. Après sa mort, la France n'est pas restée silencieuse, mais elle n'a pas non plus parlé d'une seule voix. Ce qui s'est installé, c'est une hésitation collective, presque palpable, comme si le pays cherchait la bonne distance face à une femme qui n'avait jamais accepté d'être regardée à distance. Les médias ont réagi rapidement. Ils ont convoqué les images familières, la jeunesse éclatante, les films devenus mythiques, le visage qui avait incarné une certaine idée de la liberté française, tout ce qui rassure, tout ce qui est déjà accepté. Mais au cœur de cette évocation, quelque chose manquait. Le message final, celui qui dérangeait encore, même après sa disparition. On a célébré l'icône, tout en neutralisant la parole. Comme si la France savait parfaitement comment admirer Brigitte Bardot, mais restait profondément mal à l'aise lorsqu'il s'agissait de l'écouter jusqu'au bout. Ces derniers mots ont été évoqués à demi-mot, souvent replacés dans un contexte qui les rendait moins tranchants, moins inconfortables, presque secondaires. Dans l'opinion publique, la réaction a été tout aussi fragmentée. Certains ont exprimé une émotion sincère, un attachement profond à la figure qu'elle avait représentée. D'autres ont accueilli sa disparition avec une gêne difficile à dissimuler, incapables de séparer l'admiration passée du malaise provoqué par ses prises de position. Beaucoup, enfin, ont choisi le silence. Un silence qui ressemblait moins à du respect qu'à une manière d'éviter la question. Les institutions, elles aussi, ont avancé avec prudence. Fallait-il rendre hommage sans réserve ? Fallait-il maintenir une distance officielle ? Entre reconnaissance culturelle et embarras politique, aucune réponse évidente ne s'est imposée. Bardot continuait, même morte, à ne pas entrer dans les cadres prévus pour elle. Ce qui est apparu clairement, c'est que la France n'était pas en train de pleurer une femme, mais de négocier une mémoire inconfortable, traversée de contradictions. Car il ne s'agissait pas seulement de savoir qui était Brigitte Bardot, mais quelle part d'elle la nation acceptait encore d'assumer. Au fond, une question silencieuse traversait chaque hommage, chaque absence d'hommage, chaque mot mesuré. La France rendait-elle hommage à une icône rassurante, ou cherchait-elle à contourner le message d'une femme qui, jusqu'au bout, avait refusé de se taire ? Au moment de partir, Brigitte Bardot n'a pas cherché à transmettre un flambeau. Elle n'a désigné ni héritier, ni disciple, ni continuité rassurante. Elle n'a laissé derrière elle ni école, ni consensus, ni voie toute tracée. Ce vide n'est pas un oubli, il est volontaire. Son message final n'était pas conçu pour rassembler. Il n'était pas destiné à apaiser une mémoire collective ou à refermer une blessure. Il existait pour rester ouvert, inconfortable, impossible à classer. Bardot n'a pas voulu être aimée après sa mort. Elle a voulu rester fidèle à ce qu'elle avait choisi d'être jusqu'au bout. En refusant toute forme de réconciliation tardive, elle a laissé à la France une responsabilité plutôt qu'un héritage. La responsabilité de se demander ce qu'elle fait des voix qui dérangent, de celles qui ne demandent ni indulgence ni compréhension mais exigent d'être entendues sans être édulcorées. Il est plus simple d'aimer une image que d'assumer une parole. Plus facile de célébrer une icône figée que d'affronter une conscience vivante. Bardot a toujours su cela. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle n'a jamais cherché à adoucir son message final. Ainsi, ce qu'elle laisse derrière elle n'est pas une conclusion, mais une tension, une question suspendue, sans réponse officielle, une présence qui continue de gêner, même dans l'absence, car certaines figures ne sont pas faites pour devenir des monuments paisibles. Elles existent pour rappeler qu'aimer un pays ne signifie pas toujours le caresser dans le sens du poil. Parfois, cela signifie lui parler sans détour, même au moment de se taire pour toujours.